Ce podcast est une présentation du studio HB des Habitations Bordelot. Bienvenue au 3e épisode de Dano en chantier. Moi, là, Étienne, j'ai adoré les 2 premiers épisodes en passant. Puis moi, j'ai trouvé que c'est un podcast qui me permet de pouvoir parler d'humour avec toi parce j'aime l'humour. Puis cet épisode-là qu'on va faire, j'aimerais ça qu'on puisse parler, parce que tu m'as déjà parlé d'un projet qui s'appellerait Avant l'encre. Oui, une idée de podcast que j'ai déjà eue. Oui. Mais je trouvais ça important parce que je trouve que ça définit beaucoup l'écriture d'un spectacle, tu sais, de Dano en chantier. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on puisse faire un épisode, mais juste sur l'aspect de avant l'encre, puis commencer à écrire. OK, génial. C'est bon? Ben ouais, mais ouais. Parce que j'ai trouvé que vous aviez des... Je vois aller des humoristes des fois, puis je trouve qu'ils ont des tocs, mettons. Ça se peut-tu? Oui, je suis d'accord. Mais Mais on explique-tu c'était quoi l'idée d'avant l'encre? oui, En vas-y. commençant, en fait, je t'en avais jasé à toi en premier. Oui. Alors, ce serait de recevoir des humoristes, parce que j'en ai beaucoup dans mon entourage, mais aussi des gens qui ont à écrire. Tu sais, des gens qui écrivent des romans, des scénarios. Puis, moi, je veux savoir, avant de mettre l'encre sur le papier, c'est quoi qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour trouver leurs idées? Puis, une fois qu'ils mettent l'encre sur papier, comment ils fonctionnent, mais aussi techniquement. Est-ce qu'ils embarquent automatiquement sur leur ordinateur? Est-ce qu'ils ont une muse ou un muse? Tu sais, il faut qu'ils partent en voyage, qu'ils se louent un chalet, qu'ils s'enferment pendant 3 mois. Tu comprends? Toutes ces affaires-là, c'est tout ça que j'ai en tête, m'intrigue là. beaucoup. C'est très geek de créativité, mais ça m'intriguait beaucoup. Puis le titre provisoire, c'était Avant l'encre. Oui. Parce que quand j'ai appris à te connaître, tout ça, à un moment donné, tu m'as amené dans une boutique. Tu m'as fait découvrir... Puis c'est un autre humoriste, je pense, qui t'avait référé à cette boutique-là. Pour toi, c'est le papier, c'est ça? Oui, exactement. Moi, je tripe ces stylos puis sur les papiers. Ben, on parle de cette boutique-là. Oui. Je l'ai fait découvrir à plusieurs humoristes, cette boutique-là. D'ailleurs, j'attends de devenir leur porte-parole. mais c'est super, c'est super niché. Fait que, puis, c'est des passionnés qui ont ça. Là, je veux pas être porte-parole, mais ça me fait plaisir de souvent en parler de cette boutique-là. Ça s'appelle Nota Bene. C'est sur l'avenue du Parc à Montréal, au coin de Sherbrooke. T'es proche du coin de Sherbrooke, une petite château au nord. C'est une petite boutique, c'est vraiment pas grand. Tu es venu avec moi. Il y a comme une mezzanine pour mettre plus de stock. Puis, ceux qui ont à utiliser un crayon peuvent y trouver leur compte. Là. Tu peux soit du stock pour dessiner, architecture, faire des plans d'architecte à la main, écrire, tout court. Ils ont des crayons là, de tous les types. Il y a des étudiants en art plastique de l'université qui viennent puis qu'ils ont besoin de tel millimètre, la mine, l'épaisseur de l'encre. Fait que il y a tout ça là, puis toutes les sortes de papier aussi. C'est une boutique, là, je vous le dis, j'y ai déjà été, c'est qu'il n'y a rien que du papier. Il y a rien, des sortes de papier, il y a des sortes de crayons. C'est vraiment... Puis tu dis que tu vis de ça, là. Tu sais, des fois, c'est comme la bijouterie du papier. Oui, exactement. C'est une bonne définition. C'est une bonne définition, hein? Ouais. C'est que tu peux avoir le propriétaire qui est très, très gentil, qui, là, c'est sûr, comme tu dis, que tu devrais être le porte-parole, il connaît très bien. Il est extrêmement passionné, le propriétaire. Il fait venir des papiers de partout à travers le monde, ou des calepins qui sont spéciaux. Puis là, toi, tu as identifié ton calepin. C'est ça? Oui, exactement, exact. On va commencer avec ça, mais pire que faire venir du papier ou des crayons partout dans le monde, Seb, il y va. Ah, il va là-bas? Il va au Japon, il va en Allemagne, directement les rencontrer, les gens qui le font, puis tout. Puis lui, son rêve depuis longtemps, puis j'avais hâte qu'il le fasse, c'était de sortir ses propres cahiers, ses propres tablettes avec son papier qu'il a choisi. Nota Bene style, j'en ai apporté. Fait que là, avec les années, je les ai toutes là, chez nous, là, quasiment, j'exagère, mais j'ai au moins chez nous une trentaine de cahiers pas utilisés que j'ai achetés chez Nota Bene, qui sont tous différents. OK. À quelle étape tu vas le sortir, ce cahier-là? Parce que tu vas nous en montrer, là. C'est vraiment des beaux cahiers. C'est lui, là. je peux-tu le montrer à Ali? Je peux-tu le montrer Ça, c'est mon préféré. Ça, c'est mon préféré d'avoir tout essayé. Il vient d'ailleurs du Japon. Et il s'appelle... je ne sais même pas comment ça s'appelle. Plain Paper Made in Japan. CD Notebook. En tout cas, celui-là. Regardez ça. Il existe en quadrillé, en lignée. Moi, j'aime ça tout blanc. Tout blanc. Okay. Puis j'aime que la page blanche. Il y en a qui veulent que ça graphine. Ils veulent que le stylo ou le crayon mine graphine dans les feuilles. Moi, je veux que ce soit le contraire. Je veux qu'il flotte.
qui glisse sur la feuille, comme quelqu'un quasiment qui patine. T'sais. Là, on est rendu geek en Christie, mais c'est ça l'épisode d'aujourd'hui. Mais tu le sors quand, ce cahier-là? Parce que tu fais pas ta liste d'épicerie avec ça, là. Non. Y a-tu un moment particulier que tu vas sortir? J'ai d'autres choses pour ma liste d'épicerie. J'en ai trop de bloc-notes ou de cahiers. Ça, d'ailleurs, c'est une tablette que le propriétaire de Nota Bene a sorti. OK. Cette tablette-là. Fin de la parenthèse, tout ça là. Mais je le sors pour écrire des jokes. Celle-là, je le sors pour écrire des jokes. J'en avais un, quand j'ai travaillé à la radio, j'en avais un juste pour les capsules radio. J'en avais un pour la scène. Puis j'en avais un, mettons, pour mes chroniques que je faisais à la télévision, mettons. OK. Puis là, j'écris dessus, là, c'est écrit noir sur noir, mais j'écris Peinard, qui est le titre de mon show actuel. Fait que là, c'est lui que j'ai starté Peinard. Mais non, les premières idées de celui-là sont pas arrivées dans celui-là. T'as-tu tout le temps été papier ou t'as déjà essayé d'autres éléments? Parce que ce que je vois, c'est que ce que j'entends, moi, de l'extérieur, c'est qu'il y a des gens qui vont aller se louer un chalet, exemple. Ouais. Ça leur prend une place pour être créatif. Il y en a que ça va être de sortir ça directement à l'ordinateur. Ou quand ils viennent à des comédies d'humour, des soirées d'humour, ils vont venir avec un calepin de ce type-là, puis là, ils vont prendre des notes, puis ils vont lire des choses. Ouais. Toi, as-tu commencé directement sur le papier ou tu as déjà essayé d'autres choses que tu trouves que ça n'a pas marché? Ma première version, je l'écris à la main. Je sors toutes mes idées que j'ai, puis après ça, je vais voir Simon Delille dans un café, puis là, on fait du ping-pong d'idées sur les idées que j'ai déjà, puis là, il me rajoute soit des angles ou il me rajoute des blagues. Puis là, l'autre jour, première rencontre qu'on a ensemble, je sors mon cahier, je sors mes idées, puis là, j'ai les notes avec un stylo, puis là, à la fin de la rencontre, il me dit « Ah, c'est bien beau, Étienne, là, mais tu vas-tu m'envoyer une missive, un pigeon voyageur, comment je vais aller recevoir les idées? Tu vas-tu ouvrir un Google Doc un moment donné? » Oui, c'est ça. Là, je dis oui, je vais ouvrir un Google Doc, mais mes premières versions sont toujours là-dessus. Fait que des fois même, je fais rire de moi avec mon bon vieux stylo. Fait que tout ça pour dire que je vais ouvrir un Google Doc avec Simon. Y a-t-il un aspect qui te rend en confiance d'écrire directement sur du papier? C'est quelque chose qui te met en confiance? Parce que, tu sais, je pourrais te dire, pour économiser du temps, mets-les tout de suite à l'ordinateur. Tu sais qu'il s'en va là après. Tu ris, mais il y a déjà des humoristes qui m'ont dit ce que tu viens de me dire, mais il y a comme de quoi de un peu spirituel, je pourrais dire, d'être connecté au stylo avec ta main, puis d'écrire dans les choses. Dans le cahier direct. Mais là, si tu me parlais tantôt du papier, que tu vas avoir un papier qui accroche pas le stylo, ça glisse. Il y a une connexion qui est faite, là. Oui, exact. Puis j'ai le stylo aussi qui va avec, là, que j'ai choisi au Nota Bene aussi. Le stylo, on va t'en parler après. Mais j'ai déjà fait un spectacle avec Annie Deschamps, qui est une des filles de Yvon Deschamps. OK. Puis j'avais déjà demandé à Annie, j'avais jamais rencontré Yvon, puis de toute façon, je l'ai rencontré une fois, mais j'ai pas eu le temps de jaser. Mais j'ai demandé à Annie, ton père, il écrivait comment? Puis là, elle dit, de toutes les questions que je me suis fait demander sur mon père, celle-là, personne ne me l'avait jamais demandé. Puis il écrivait avec un stylo ou un crayon mine, mais il écrivait à la main au départ. Puis elle m'a dit, tu sais, comme mettons son numéro sur le bonheur, elle a dit, selon ce qu'Annie m'a dit, là, qu'il l'aurait écrit d'un jet en une journée. Il a eu l'idée, puis il l'a écrit d'un jet, puis il est arrivé au bout. Il n'a pas eu besoin de l'étaler sur plein de semaines. OK. Il y a comme une connexion. Il y a de quoi de spirituel quand des fois le canal est ouvert, mettons. Ouais. Puis là, tu pars, puis tu sors des idées. Puis j'aime ça, le fait de barbouiller. Si, mettons, je sors mon cahier, là, tu vois, il y a des barbouillés. Puis il y a des gens aussi qui me disent... Parce que moi, je commence à écrire là. Puis après ça, je pointe des nouvelles idées qui vont là, ou soit là, sur cette page-là. OK. Fait qu'il y en a qui me voient écrire la première fois, ils font dire « Hey, tu gaspilles ce bar-là? » Non, il va servir un moment donné. Puis si je le fais sur scène, les premières fois que je le fais sur scène, il n'est pas encore écrit à l'ordinateur. Je l'écris à l'ordinateur parce qu'à l'ordinateur, c'est là où je vais le rentrer dans ma tête aussi, puis l'apprendre plus par cœur. Je trouve qu'un numéro a pris trop par cœur au début. Ben, quand je vais le rejouer puis je vais vouloir enlever des jokes ou en rajouter, j'ai de la misère à computer dans mon cerveau de « Ah, c'est vrai, cette joke-là, je l'avais enlevé. » Tu comprends? Il y a de quoi aussi quand tu modifies un numéro en chemin, là, tu l'as appris par cœur dans ta tête. Puis là, tu fais « Hey, cette blague-là, ça fait 3 fois que je l'ai fait puis elle marche pas. » Sauf que dans le mécanisme de ton cerveau, de la mémoire, tu veux le sortir, cette blague-là. Tu veux la sortir, cette blague-là. Fait que là, je fais « OK, non, faut pas qu'elle sorte. » Fait que on dirait qu'une fois à l'ordinateur, là, je suis plus dans le mode, là, il est plus mécanique dans ma tête. Puis là, il faut qu'il repogne le naturel au début. Parce que tu as comme une musicalité à sortir de ton gag, tu sais, le piétage, puis tout ça, puis de raccourcir, d'arriver plus vite au punch. Oui. Mais toi, tu l'écris tout au long. Fait que si tu l'as appris, mettons la phrase au complet. Ouais. Mais à un moment donné, c'est vrai que ça doit être dur au niveau du cerveau. Tu connais ta phrase complète, mais là, il faut que tu enlèves des mots de cette phrase-là qui va faire quand même de la musique. Oui. Puis qui va arriver directement à ton punch.
Tu as des humoristes, là, je ne vais pas nécessairement en nommer, qui, pour les avoir vus travailler, vont plus arriver. Leur one-man show ne sera jamais pareil. T'sais, leur one-man show, il va tout le temps avoir des phrases ou des prémices qui vont être plus longues ou plus courtes que certains. Puis tu as des humoristes comme mettons, le plus connu qui va faire une partition, entre guillemets, c'est Louis-José Hood, mettons. Ouais. Joseph Saint-Gelais me l'avait dit. Joseph Saint-Gelais m'avait dit, Louis-José Hood, c'est une partition. Pas qu'il vit pas ses blagues, mais que chaque soir, peu importe si tu le vois un lundi, un vendredi, du moins à l'époque, je sais pas si actuellement c'est ça, mais à une certaine époque, Louis-José, que tu le vois un lundi, un vendredi à Gatineau ou en Beauce ou au Saguenay, ça va toujours être tac, 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 ce mot-là. Tac, 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 ce mot-là. Puis tu as d'autres humoristes qui sont plus peut-être dans l'anecdote, qui eux autres, des fois, un soir, vont en racheter ou sûrement selon la vibe qu'ils ont avec le public aussi. On parlait de connexion. Je ne sais pas si tu savais, mais Louis-José a acheté le bureau de Yvon Deschamps. Son bureau? Ouais. Ah ouais? Le bureau que Yvon avait pour écrire, c'est Louis-José maintenant qui l'a. C'est vrai? Oui, parce qu'il y a... Louis-José collectionne, en tout cas, dans des entrevues, des affaires d'humoristes. Il y avait même le tapis de Bill Cosby. Je ne sais plus s'il s'en sert encore. Je sais pas s'il l'a encore, non plus. Mais il aurait déjà acheté le bureau d'Yvon. Fait que le fait de travailler, tu vas être en connexion. Imagine, tu travailles à l'endroit. T'aurais trop de pression. Non, c'est ça. Hein? D'ailleurs, tu m'en as mis de la pression. C'est là où je m'en allais. Mes premières idées de peinard, ils n'ont pas été dans le cahier que je tripe du Nota Bene. Ils ont été dans celui-là que ta femme et toi m'avez offert. Ouais. Et à l'intérieur, la première page, c'est Yvon qui a signé. En fait, c'est un cahier de la Fondation Yvon Deschamps avec la fameuse citation « Sans le bonheur, t'es pas heureux ». Puis à l'intérieur, c'est « Merci encore, Étienne ». Parce qu'une année, j'avais participé au spectacle bénéfice pour la Fondation, exact. Puis Yvon s'en souvenait. Fait que je sais pas comment tu as trouvé ça, là, mais tu m'as dit qu'Yvon s'en souvenait. Oui. Fait que là, mes premières idées de mon numéro est là. J'adore ce cahier-là, mais j'ai besoin que les pages soient un petit peu plus grosses. OK. Fait que là, j'ai pris plein de notes dans celle-là, des notes, puis dans celle-là, je le déblatère plus. Fait que là, les deux viennent avec. Puis ça me ramène à vous autres qui m'encouragez dans mon projet, puis au fait qu'ils vont le signer. Oui. Quand j'ai su que tu travaillais avec un calepin, c'est que toi-même, tu m'avais offert un cadeau. Le premier calepin du bordel, je pense que c'était à la première année anniversaire. Les propriétaires du bordel avaient donné des calepins en cuir et il est vraiment beau. La même dimension que celui-là, mais en cuir. Oui, avec le nom du bordel. Puis à un moment donné, tu m'avais fait un cadeau vu qu'on est des amateurs d'humour. Puis j'ai tout le temps gardé ce calepin-là. J'ai jamais écrit dedans encore. Je le garde. Puis comme une pièce de collection. Une pièce de collection. Ouais. Puis quand on a eu la chance de rencontrer M. Deschamps avec la Fondation, c'est là que c'est dit, il aime écrire dans des calepins. Donc, puis tu m'avais fait déplacer, tu m'avais invité à aller au Nota Bene et tout ça. Fait que on avait gardé cette idée-là. Tu avais computé ça dans ta tête. Oui, faire ça. Ah, mais c'est ça, mais ce cahier-là, c'est ça. La première année du bordel, les propriétaires avaient offert ça à tous les humoristes. Oui. Puis là, un moment donné, il en restait. Puis là, j'ai dit, hey, je peux-tu en acheter? Parce qu'il y en avait plusieurs couleurs. Il y en avait des gris, des noirs, des bruns. Puis là, j'ai dit, hey, je peux-tu acheter 2 autres couleurs, mettre ça dans ma collection? Fait que c'est demain que je suis venu à en avoir plus qu'un. Ah ouais. C'est pour ça que je t'en offrir un. Là, je sais pas si les autres humoristes vont être jaloux que j'en avais plus qu'un. Mais... Puis la deuxième année, c'était un stylo. Un stylo du bordel, Je me rappelle, Laurent Paquin, il sait que je tripe sur les stylos. Lui, d'ailleurs, c'est un collectionneur de montres, je crois. OK. De montres. Je suis quasiment sûr que c'est des montres. Puis là, lui, il y avait comme le côté geek de montres. Étienne m'en a déjà parlé. Lui, c'est les stylos. Fait qu'il avait insisté, je trouvais ça beau, Laurent, pour que ce soit lui qui me le donne. Mais Laurent a l'air d'être un grand collectionneur parce qu'il collectionne les appelants. Un appelant, les canards, là. Ah ouais? Il collectionne des faux canards pour la chasse? Oui, des faux canards pour la chasse. Puis des canards, puis des ukulélés. Ça a l'air qu'il y a plusieurs ukulélés. Ils disent que c'est un collectionneur compulsif. Là, il y a plein de collections. Je vais parler de ça. Je me souvenais des montres ou des trucs de même. Mais... des canards. Mais je suis pas là pour juger. Moi, je collectionne des cahiers et des stylos. Fait que je serais qui, moi, pour juger? C'est ça. Puis là, je m'en allais avec stylo. Ouais. Là, j'ai cherché beaucoup. J'ai un acier plein. Puis là, autant j'ai des Mont Blanc qui m'ont coûté une coupe de 100 $, autant j'ai des stylos à 1,75 $ du bureau en gros. Après tout avoir essayé, là, celui que je veux qu'il valse le plus sur la feuille, c'est lui. Là, on est rendu geek en crise dans le podcast. Là. Qu'est-ce qui fait que ce stylo-là remporte la palme?
Il rapporte la pente pour en voir s'il est plein, mais moi, je veux que ça soit, je veux pas que ça soit pointu. Moi, je veux pas que ça graffine. Je veux pas que les lettres soient minces. Je veux que ce soit gras. Ça fait avec moi. Et mon côté un peu, un côté layback, un peu des grosses lettres qui glissent. Un coup, j'ai parti mon idée. Je veux pas avoir à repasser sa lettre. Tu sais, mettons, comment je veux dire? Ouais, parce que des fois, elle écrit pas tout, Ouais, c'est ça que tu veux dire? ouais, c'est ça. Ouais. Moi, là, je suis parti, mais mettons, je sais pas si debout ça va marcher, mais tu sais, le crayon, il glisse vraiment sur ces feuilles-là. Là, ça, on est rendu poussé en crise là, dans le podcast. Je sais pas si ça intéresse tant que ça, les gens. Oui, moi, je pense que oui, parce que moi, ça m'intéresse. Puis la marque, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Lui, c'est un Lamy, L-A-M-Y. C'est ça, un rollerball, parce qu'il y a plein de différents types de stylos. Rollerball, c'est T'as des plumes, t'as des... Oui, c'est ça. Lui, c'est roulement à billes. billes. Roulement à billes. Puis, c'est un rollerball qui se ferme comme ça. Ça arrive jamais, en plus. Puis d'ailleurs, il y a le truc pour se mettre dans la chemise, là, c'est pour ça l'accrocher après la chemise, qui se ferme pour pas que tu le mettes dans ta chemise quand il est ouvert pour pas tacher ta chemise. OK, ils ont mis le mécanisme pour ça. Oui, ils ont mis le mécanisme pour ça, Lamy. Mais Lamy, ils en ont plusieurs types de rollerball. Je pense, me semble que François Bellefeuille, qui va au Nota Bene grâce à moi, je pense même que c'est un Lamy, lui aussi, mais un autre type de Lamy. Okay. Je suis quasiment sûr. C'est ces cahiers-là, lui aussi. Tout ça pour te dire que, mini anecdote de stylo, un moment donné, je suis en show au plan de match avec Frank Grenier, soirée du mois à Frank Grenier, et j'oublie ce stylo-là. Il est ouvert comme ça, puis je l'oublie là-bas. La semaine d'après, je retourne en disant, genre, je suis même pas sur le spectacle, là. Je me suis déplacé juste pour retourner chercher mon stylo. Ah, là. ouais, à ce puis là, je point-là. jase avec le propriétaire qui s'appelle Jack, un grand colosse super sympathique qui était beaucoup impliqué dans les soirées du mot. Puis là, je dis, hey Jack, j'ai oublié mon stylo la semaine passée. Il coûte 55 $ ce stylo-là. Okay? J'ai oublié mon stylo la semaine passée. Fait que là, il dit, ah, ton asti de stylo, il écrit ça au vidange, j'ai tout taché ma chemise, scrapé une de mes chemises, asti. C'est parce qu'il l'avait laissé ouvert, puis il l'avait mis dans sa poche. Puis là, j'étais en mode, ah, tabarnouche. Là, j'ai dit, tu sais combien il coûte ce stylo-là? Puis il m'a dit, tu sais combien il coûte ma chemise? J'ai dit, mais t'as tout pas me le voler. Fait que tout ça pour te dire que je suis allé m'en acheter un autre, puis j'en ai toujours un autre en backup. OK. Ouais, en plus. Hein. Y a-tu une couleur? Tu vois-tu absolument bleu ou un noir, ça va être correct? Ou... Ça, c'est bizarre, mais jusqu'à là pas longtemps, j'écrivais toujours, je m'en foutais. Noir ou bleu, je m'en foutais parce que tu peux faire des recharges, là, différentes recharges, il y a noir ou bleu. Puis là, je suis tombé sur une vidéo de, je sais plus quel auteur, un auteur connu américain qui a dit que ça rentrait plus si c'était coloré que si c'était noir. Ça rentrait plus dans le cerveau. Moi, je suis bleu. Ouais, fait que là, je prends bleu à Star cause de ça, mais c'est comme psychologique de. Je suis tombé sur un Reels d'un monsieur que je sais même plus c'est qui m'a dit il faut que ça soit coloré. Mais rouge, je trouve ça agressif, là, fait que c'est bleu. Là, on est encore avant l'encre, là. Ouais. Tu prépares. Ouais. Quand que tu débutes un processus pour un nouveau spectacle, est-ce que tu consommes beaucoup d'humour? Parce que j'ai entendu dans un podcast dernièrement avec Marc Boilard, c'était Pascal Cameron, puis il disait, Pascal, que il trouvait que ça teintait son humour, que maintenant, depuis environ 2-3 ans, il consomme pratiquement plus de special, il consomme pratiquement plus... Parce que quand vous allez dans une soirée d'humour, des fois, tu peux arriver plus de bonne heure, puis t'asseoir, puis écouter les 5 numéros. Des fois, si c'est un headline, tu peux écouter les 5 numéros avant toi, ou juste d'aller voir des spectacles. Lui, il dit qu'il en fait plus parce que ça va teinter son humour. Ouais. Puis je suis d'accord avec lui, pas parce que ça a teinté son humour à lui, mais des fois, on va dans des soirées d'humour, puis on le voit qu'un jeune humoriste est influencé par quelqu'un. Ouais. Je peux dire que ça, c'est du Pierre-Yves Desmarais. Ça, c'est Louis-José. Ça, c'est... Même pour les filles, mettons, des fois, je sens que ça, c'est du Cathy Gauthier, mettons. Tu sais, il y a des images comme ça que nous, on remarque. Toi, de ton côté, est-ce que tu es un consommateur d'humour? Est-ce que ça va teinter ton numéro si tu en consommes? Avant de commencer à écrire, là. Ouais. Ben, premièrement, quand j'ai commencé, Moutou, là, j'ai essayé de faire du Louis-José puis du Patrick Groux. Là, c'était les deux que j'aimais beaucoup quand j'ai commencé. Fait qu'inconsciemment, indirectement, j'essayais de parler vite ou j'essayais de changer ma voix un peu nasillarde comme Pat Groux est capable de faire des fois pour faire des, mettons, je sais pas moi, un act-out, mettons. Mm-hmm. Fait que je pense que je peux pas en vouloir à ceux qui vont faire du Pierre-Yves Desmarais, puis je pense qu'en se réécoutant, ils catchent peut-être même qu'ils en font, puis finalement, ça prend ça, je pense, quasiment au début pour... Mm-hmm. Pas copier, je parle, mais
t'es inspiré de ceux que t'aimes, puis qu'après ça, comme en musique, il y a des bands de musique qui disent, ben moi, je sens l'influence de tel groupe parce que j'ai écouté beaucoup ce groupe-là, je les copie pas, mais ça a influencé un peu mes accords ou ma tonalité. Mais avec les années, j'ose espérer que les gens se trouvent justement une identité. Mais moi, j'ai jamais été un gros geek d'humour, là, même que des fois, genre, je regarde un extrait d'un humoriste sur les médias sociaux qui est super connu, américain, mettons, puis que je sais même pas c'est qui. Tu comprends? Je l'ai déjà vu visuellement, mais je suis pas capable de te redire son nom. Fait que des fois, dans les loges, les gars ou les filles, ils parlent « Hey, j'ai écouté le special d'un tel, j'ai écouté le special d'un tel. » Mais je pense pas que ça m'influence tant que ça, puis je m'arrêterai pas de l'écouter parce que j'en écoute pas excessivement. Mais j'en écoute de tous les styles. Autant je vais écouter du absurde, autant je vais écouter du vulgaire, autant je vais écouter d'autres styles de show. Mm-hmm. Et je suis pas allé voir souvent. Je suis déjà allé voir Jerry Seinfeld. Ouais. Mettons. Je suis déjà allé voir en vrai. Je suis déjà allé voir Mike Birbiglia. Mm-hmm. Mike Birbiglia, lui, je l'aime beaucoup. Mais de toute façon, je suis même pas sur Netflix. T'sais, j'ai pas de Netflix chez nous. Fait que j'écoute pas tant que ça. Mais je suis curieux de voir des fois, mettons, ce que j'aime, là, c'est que les humoristes, ils mettent leur show complet sur YouTube. Là. Ça, je trouve ça le fun. Ça démocratise l'humour. De plus en plus. Ouais. Puis ça les aide sûrement à vendre le prochain spectacle. Fait que ça, oui, j'en ai écouté quelques-uns. Ou j'écoute certains extraits pour voir. Ou il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, cette blague-là, Étienne, elle fait peut-être penser à ce que tu as vu dans ce numéro-là. » Là, j'écoute le numéro, puis là, je me laisse le libre choix, mettons, de faire « Ah, OK, ouais, je m'en approche trop, je vais arrêter de le faire. » Ou je vais arrêter d'écrire sur ça, si, mettons, j'avais juste essayé une blague ou deux. Puis si des fois, il y en a des fois qui ont le ça ressemble vite, là, tu sais, il y en a qui l'ont, ben, c'est normal, là, des jokes, mettons, sur comment prendre sa douche, ben, il y en a eu une tonne. C'est juste que moi, j'ai cet angle-là. Fait que oui, on parle les deux de douche, mais moi, j'ai cet angle-là. Fait que, à un moment donné, ça, faut... tant que c'est pas copié, c'est pas... la copie a le dos large des fois. Puis moi, je veux pas. Fait que si jamais quelqu'un me le dit, à part si c'est moi qui l'avais avant, là, tu comprends? Puis là, si ta personne-là essaie plus de le faire, là, c'est une autre histoire, mais sinon, j'essaie de pas prendre des... trop me teinter. Je vois aussi que vous avez un très grand respect, des fois, entre humoristes. Je peux aller à l'extrême, parce qu'on a vu des histoires à la Gad Elmaleh, puis les humoristes français qui venaient ici, puis qui piquaient vos numéros. Puis pas juste un gag. Là, des fois, on pouvait copier deux... numéros ensemble. Comme Copie Comique a fait. Copie Comique a fait. Souvent, quand vous avez une idée de gag, puis il y a quelqu'un, il va venir te dire tu pourrais-tu vérifier avec Alexandre Bisaillon, il me semble, parce que ton gag que tu viens de faire, il ressemble. Vous vous appelez entre vous pour vous dédouaner. Des fois, pour un gag, est-ce que l'angle que j'ai sorti est pas mal dans le tien? Vous vous en parlez dans les loges? Oui, la majorité. Ouais, la grande majorité des humoristes s'en parlent dans les loges ou va même s'écrire sur Messenger ou s'appeler même. Ouais. J'adore ça. Ouais. Parce que ça montre aussi le Québec respect. Est petit aussi, là, même si c'est pas copié, mais si t'as pas vu l'autre n'est pas vu, mais que ça se ressemble beaucoup. Ouais. Fait que c'est la même affaire qu'il y a José dans son show. Puis tantôt, tu as dit aussi, c'est vrai que de plus en plus, les gens sortent leur spectacle très rapidement sur YouTube. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le nombre de vues après 4 heures. Je suis d'accord. Il y a des fois, là, Daniel Grenier, que j'ai vu dernièrement, P.O. Forget, Ouellette, 100 000 vues en dedans de 6 heures, 2 jours. Ouais. C'est consommé, là. C'est vraiment... Les gens sont vraiment addicts, sont vraiment... Ils veulent voir de l'humour. Il y a des consommateurs, c'est ça que ça prouve. Ça, c'est le fun. Ouais. C'est pas tous les gens qui sont capables de se payer un billet en spectacle ou ils s'en payent un par année, puis ils font, ben, regarde, moi, c'est ça mon budget dollar loisir, mais au moins, je peux en consommer d'autres sur YouTube. Puis là, si tu réussis à les convaincre sur YouTube, peut-être que leur dollar loisir de l'année d'après, quand tu vas ressortir un autre show, mais ça va être eux qui vont venir te voir. Fait que ça, c'est bon pour ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire, mettons, avant même de prendre ton crayon, puis sans dire des thèmes tout de suite, est-ce que c'est d'aller écrire dans un café, mettons, puis de regarder ce qui se passe alentour de toi? Est-ce que c'est une anecdote de famille, à un moment donné, qui s'est passée, puis tu dis « Ah, ça, c'est un sujet intéressant », ou il faut absolument que le sujet te touche pour pouvoir l'écrire? Les trois. Les trois? Oui, les trois. Je réponds à toutes. Oui, à toutes ces réponses. Oui, mettons, là, il m'est arrivé une anecdote, il n'y a pas longtemps, un nouveau numéro que tu as vu. Fait que là, j'ai fait, hey, ça, je peux pas en parler. Je vais au moins essayer. C'est trop surréaliste pour pas que j'en parle, tu sais. Mm-hmm. Sinon, des fois, je me force, mettons. Je fais, OK, là, j'ai écrit, mettons, je vais dire un sujet que j'ai écrit dernièrement, vite, mettons. J'ai écrit sur faire du barbecue.
mettons, tu comprends? Oui. Mais je voulais pas juste faire du barbecue, faire genre une joke d'hot dog, là. Pas rien que ça, tu sais. Fait que là, après ça, je me suis forcé à... Je l'aurais aimé, celle-là, par exemple. Ah ouais, toi, vu que tu tripes ces hot dogs. Moi, je tripe ces hot dogs. T'as ton public. Fait que là, après ça, mettons, je me suis forcé à écrire sur un... je veux pas le dire parce que là, ça, je vais la garder, je pense, cette blague-là, mais sur quelque chose qui a rapport au barbecue. Puis après ça, je me suis dit, cette affaire-là, je me suis dit, je vais me forcer à écrire sur quelque chose qui est relié à cette affaire-là. OK. Mettons, c'était le beurre. Mettons, cette affaire-là, ça se mange avec du beurre. Puis là, après ça, j'ai dit, OK, bon, ben là, je vais me forcer à écrire une blague sur le beurre. Après ça, le beurre m'a fait penser au sel. Je vais me forcer à écrire un gag sur le sel. Puis ça, je me suis forcé à écrire plein de jokes là-dessus pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut tourner autour puis avoir... Mais ça apporte pas beaucoup de profondeur. Là où ça apporte des numéros un peu plus profonds, c'est quand j'ai un ressenti. Puis c'est pas obligé d'être une affaire... C'est pas obligé d'être... C'est quand je le feel, mettons. Pas filer dans le sens... ça m'apporte de l'émotion, là. Mais tu sais, je le sens. Tu sais, dans la vraie vie, tu sais, comme mettons, moi, j'aime les sushis. Okay? Un de mes numéros que ça fait pas longtemps que j'ai mis sur YouTube, c'est sur le fait que j'aime pas les sushis. Mais dans la vraie vie, j'aime les sushis. Sauf que mon regard est que chaque fois que je mange des sushis, je trouve que... Puis ça, c'est vrai, là, tu sais, je trouve ça niaiseux, littéralement. Tu sais, sincèrement, au fond de moi, je trouve ça vraiment niaiseux qu'on fasse tout pour pas que le sushi goûte le sushi quand on mange des sushis. Tu sais, on le trempe dans soya, on met du wasabi, on met du gingembre, toutes des affaires pour pas que ça goûte le sushi. Fait que c'est ça que je trouve ça niaiseux. Tu sais, des fois, tu vas tremper tes frites dans le ketchup, mais tu mettras pas cinq autres affaires dans tes frites, tu comprends? Fait que de toute façon, les frites, c'est un accompagnement, mais tu sais, le sushi, c'est ton repas principal, puis tu chantes, puis c'est trois affaires extrême. Là. La sauce soya, c'est extrêmement salé. Le wasabi, c'est extrêmement piquant. Le gingembre, c'est extrêmement... je sais pas quoi. Là. Ouais, tu t'arraches la bouche. Tu t'arraches toutes les composantes de ta bouche pour pouvoir manger. Toutes les trois affaires extrêmes pour détruire le goût. Fait que moi, ça, tu sais, quand je dis émotivement, c'est que ça me fait déclencher l'émotion de... Mais à la base, c'est vraiment bon des sushis pour qu'on fasse tout ça. Puis là m'est venue l'idée d'écrire de quoi de viscéral en rapport au sushi, sans nécessairement dire, je sais pas, moi, ma grand-mère est morte, puis je vais écrire un numéro sur ma grand-mère, ou mon chien a le cancer, je vais écrire un numéro sur... C'est pas ça que je veux dire par nécessairement de l'émotion. Ça me fait déclencher une émotion de, voyons donc, je suis dépassé par le fait que... Fait que ça, oui, ça, quand il y a quelque chose qui me dépasse, ça, là, je sens que ce numéro va plus aller dans un one-man show, mettons, qui va me faire déclencher cette émotion-là. Puis je me dis que si moi, même si des fois je peux être un peu fucké, il y a bien du monde que ça va les rejoindre dans la salle. Comme les sushis, il y a plein de monde qui aime les sushis, mais un coup, je leur explique mes idées font, t'as raison, on dirait que tu changes, tu fais tout pour pas que ça goûte ça. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent l'écouter, je l'ai mis, ce numéro-là, sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, sur les sushis. Je sais plus c'est quoi le titre, là. Je pense que c'est J'aime les sushis, mais arrêtez, c'est pas vrai. Comment tu vis avec ça? Puis je le vois des fois, parce qu'après un spectacle, on sort, c'est sûr, le show est fini. Des fois, l'humoriste est là, il attend. Il attend pas beaucoup, parce que les gens veulent prendre une photo, ils veulent jaser. Puis là, on entend « Hey, j'ai quelque chose à mettre, là. M'a te dire ça, mets ça dans ton show. » Fait que, conte-moi... Comment est-ce que tu vis ça? Ou dans un party de famille, ou n'importe quoi, là, tu sais. Mais mets ça dans ton show, ou je t'ai écrit quelque chose, te dis, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Ouais. Comment tu vis ça? Je peux-tu lancer un appel à l'aide? Oui. Non, mais dans le sens où l'intention est toujours bonne. T'sais, je sais que les gens n'ont pas de mauvaise intention de vouloir te donner une idée qu'ils ont eue, une anecdote, mais non, on va tu sais, si tu vas chez le garagiste parce qu'il y a quelque chose qui est brisé sur ton char, même si tu penses que c'est ça va être quand même le garagiste qui va te le réparer. Si tu étais si bon que ça, tu le réparerais toi-même. C'est la même affaire pour les gags. Tu sais, si tu étais si bon que ça, tu le ferais toi-même. Par contre, quelques exceptions où un spectateur, c'est arrivé peut-être 3 fois, mais pareil, un spectateur m'a donné une idée de surenchère. OK. Après, mettons, dans un bar, après avoir fait puis je l'ai gardé. Ça, c'est arrivé 3-4 fois. Un exemple de surenchère, ça peut être quoi? C'est une règle de 3, puis il trouve de quoi? Mettons, je sais pas, moi, là, je m'en souviens plus pendant tout, mais je me souviens d'avoir déjà gardé une surenchère. Mais mettons, je vais garder l'exemple des sushis, puis là, la personne, elle me dit, genre, ouais, mais après le wasabi, il y a le gingembre. Ah, je fais, t'as raison, là, oui. Puis là, les baguettes. Il y a quelqu'un l'autre jour qui me dit, tu parles pas des baguettes. Ouais. Fait que là,
il m'a pas nécessairement donné le gag, mais il m'a fait « Hey, t'as raison, j'ai tout parlé de sauf des baguettes. Rajoute un gag, c'est baguettes. » Exemple. Tu comprends? C'est ça que tu cher. Ça, mettons, ouais. Ou tu as déjà un gag sur le wasabi, puis là, ça rit, puis là, tu rajoutes une petite affaire sur le wasabi, puis là, ça rit encore plus. Ça, c'est une surenchère. Rajouter une petite couche de plus sur le gag qu'il y avait avant pour que ça rit encore plus. Puis je peux comprendre aussi que tu peux pas mettre le gag à quelque part, parce qu'après ça, si la personne vient te revoir et elle dit « Je suis retourné voir ton show. Ouais. » Là, hey, la joke sur le baseball, mettons, je t'en ai parlé, puis là, elle est dans ton show, puis elle fait rire, là. Ouais. Ah, il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là que quelqu'un qui te demande d'avoir un droit, mettons. Non, pas vrai. Je comprends que l'intention est bonne, là, mais... oui. Non, c'est correct. Là. Essayez-le, vous. Ouais. Si vous avez une si bonne anecdote que ça, essayez-le. Essayez-le, il y a des soirées open mic. Je donne une formation. Oui, si on veut suivre ma formation, on va mettre le lien dans la description YouTube. Je vais mettre le lien dans la description YouTube. On en parlera, on fera un épisode juste sur ma formation. Oui. C'est bon, ça? Oui, c'est bon. Mais là, je n'ai pas fini de te parler de crayon. Non. OK. Oui, parce qu'après ça, quand tu testes, il y a le fameux pacing. Ça, c'est les humoristes vont prendre un stylo. C'est pas tous les humoristes qui font ça. Ou ils vont le faire dans leur téléphone cellulaire. C'est pour ça que j'avais amené mon cellulaire. Puis là, ils vont écrire juste le titre de la blague qui leur fait penser sur le papier pour se souvenir de l'ordre dans lequel ils font leur numéro. C'est ce qu'on voit, mettons, sous le stool. Mettons, là, les gens ils vont mettre leur petit calepin. Oui, c'est ça. C'est surtout pour se souvenir de l'ordre, surtout quand tu commences à roder. Mettons, tu commences à roder, puis là, mettons, on revient à mon exemple de sushi, mettons encore. Fait que là, mon premier, il est sur la sauce, mettons. Le deuxième, il est sur le wasabi. Je sais même plus comment écrire wasabi. Puis le troisième est sur le gingembre, mettons. OK? Fait que là, tu mets ton petit cahier à côté comme ça. Puis pourquoi que les boys utilisent souvent un Sharpie? Ben, c'est parce que noir sur blanc, mais tu le vois de plus loin. Il y en a qui vont il y en a qui vont prendre des tablettes jaunes aussi. Ça, c'est Jerry Seinfeld dans un de ses documentaires qui disait que lui, c'était tout le temps une tablette jaune. Fait que là, il y a des humoristes qui prennent une tablette jaune à cause de... Fait que là, j'ai ça sur mon stool à côté. C'est pas mes jokes, c'est juste le titre de mes jokes pour des fois me souvenir de l'ordre ou faire « Ah, shit, j'ai oublié celle-là » ou quelque chose. Puis là, dans mon J'avais remarqué les pattes jaunes. Ouais, t'avais remarqué? J'avais remarqué les pattes jaunes, mais je savais pas pourquoi. Je sais pas si c'est pour ça, mais je sais que dans le documentaire Comedian de Jerry Seinfeld, lui, il a une tablette jaune, puis je suis quasiment sûr que ça a inspiré beaucoup d'humoristes juste pour avoir la même couleur de tablette que Seinfeld. Ben, ça, j'avais... merci, l'info. J'aime ça. Ça, c'est des... Tu sais, tantôt, des fois, je te sors des petits fun facts, mettons. Ouais. Mais ça, je l'aime au bout de celle-là. Dans mon deuxième one-man show, je faisais des jokes sur les Sharpies. Oui. Ouais, je disais que pourquoi il y en a qui écrivent dans des graffitis dans les toilettes? Pourquoi? Puis moi, j'aime beaucoup les Sharpies, justement, parce que je prends mes notes avec ça, puis blablabla, tu sais. Puis je faisais des jokes sur le fait que moi, la première fois que j'ai été gelé dans ma vie, c'est pas de la drogue, c'est d'avoir trop sniffé un Sharpie. Fait que j'avais fait de la merch de mon deuxième one-man show, qui était le titre de mon show, sur un Sharpie. Dano, t'avais écrit ton... Étienne Dano, à contresens. Fait que je t'en ai apporté un, je te le donne. Ah ouais, merci. Ouais. Il en reste plus de ça. Mais non. Il en reste plus. Même moi, je les ai trouvés dans un déménagement. Je me souvenais plus que je les avais. Fait que, avec le N à l'envers. Fait que, puis j'insistais, tu sais, t'appelles dans des compagnies où ils font de la marchandise, là, vous en faites souvent, vous autres, tu sais. Mm-hmm. Puis là, on a des crayons feutres. Fait que là, je dis, c'est-tu des Sharpies? Puis là, il dit non, c'est pas des Sharpies, mais ça fait tout comme. Non. Non, ça prend. T'as-tu déjà acheté le crayon feutre qui ressemble au Sharpie du bureau en gros? Après 3 jours, il marche plus. Moi, je voulais vraiment... C'est vrai, là. Moi, je voulais vraiment la marque Sharpie. Fait qu'il a fallu que je fasse plein de compagnies de merch qui m'ont dit, non, nous autres, on a une entrée pour le Sharpie. Très bon. Ouais. Hey, merci. On finit là-dessus? Ben, oui, mais en même temps, l'ambiance, moi, c'est des choses qui me questionnent sur l'imagination qui va amener. Est-ce que tu veux que ce soit... l'endroit où est-ce qu'on est? Ben, l'endroit où est-ce qu'on est, mais est-ce que tu te mets dans l'ambiance, exemple... ça prend-tu de la musique? Ça va-tu... Il y en a qui vont écrire absolument, je pense que c'est Laurent Paquin, je pense qu'il va absolument écrire dans des cafés, mettons. Okay. Est-ce que faut-tu te mettre dans un état pour écrire ou tu peux écrire à peu près n'importe quand? Le soir, mettons, c'est-tu là que tu vas être plus productif? Là, j'ai lancé plein de pistes, là, mais est-ce que ça peut être le soir? Est-ce que c'est le matin? Est-ce qu'il faut t'aller pris ton café? Est-ce que c'est en prenant un café? Est-ce que ça prend du monde qui bouge? Tu vas s'allumer à la télé puis qu'il y ait LCN qui joue en même temps? Ouais. Faut-tu que ton cerveau ou faut que tu sois quasiment dans une chambre noire
comme pour faire de la photo, là. S'il n'y a pas un bruit, il n'y a pas rien, puis là, tu travailles, mettons. Où et quand, mettons? Où et quand, mettons? Mm. Mais presque toutes les réponses que tu as dit. Je Mm. reviens, c'est plate un peu comme tantôt. Je suis pas tant dans ça. Je peux. Autant je suis dans un chalet, qu'il n'y a pas un son, j'entends juste les oiseaux. Je trippe bien raide. Si je décide que c'est ça que je m'en vais faire. Si je décide que c'est ça que je m'en vais faire. Si je décide que je m'en vais au chalet pêcher, puis prendre un verre, puis que, hey, m'amener, ça se peut que j'écrive, là, ça se peut que j'écrive pas beaucoup. Tu comprends? Mais si je dis, hey, je m'amène une bouteille de vin, puis je m'en vais au chalet à mon frère, mettons, puis je m'enferme pendant 3 jours, puis je dis, j'amène juste du stock pour écrire, là, je vais écrire. Tu comprends? Je décide d'aller dans un café pour écrire, je vais écrire dans le café. Je décide que le matin, en prenant mon café sur mon bureau, dans mon propre bureau, dans ma maison, j'écris, je vais écrire. Là où dans les exemples que tu as donnés, la télé ouverte, ça, non. Mm-hmm. De la musique, oui, mais de la musique que je connais pas les paroles par cœur. Tu comprends? Si je me mets à chanter les paroles, ça va me bugger, mettons. OK. Là, ça va de l'air... Attends, je vais te donner quelque chose, mais je veux pas que... Angine de poitrine, tu vas être correct. Non, mais la musique que tu j'aime vas pas aussi, prendre les paroles. Je ne connais pas assez. Mais check bien l'exemple, OK? C'est, mettons... J'ai écrit beaucoup mon premier one-man show en écoutant Cœur de pirate. Pas parce que je connais pas les paroles, mais parce que je comprends pas tout le temps ce qu'elle dit quand elle chante. Puis je trouvais sa musique inspirante. Tu sais, la musique est bonne. Ouais. Je comprenais pas tout ce qu'elle disait. Mais là, ça a l'air d'une insulte, mais j'adore Cœur de pirate. Mais ça, j'en écris beaucoup. Sinon, champ gauche, là, Lorena McKenna. OK. Ouais. Lorena McKenna, j'aime bien ça. Mais sinon, la majorité du temps, il n'y a pas de musique. OK. Dernière question. Avez-vous des superstitions? Tantôt, tu parlais de bouteilles de vin. Ouais. T'écris 2 gros Keller. Ouais. Là, tu te dis, wow! Est-ce que tu vas te racheter la même bouteille de vin? Est-ce que les humoristes, vous avez des superstitions, mané de hey, j'ai écrit tel numéro, ça a frappé fort, je vais essayer de me remettre dans le même esprit pour réécrire, mettons. Ah, c'est une bonne question. Sûrement qu'il y en a. Là. Puis je veux juste dire qu'avant qu'on finisse l'épisode, que tout ce que j'ai dit, c'est subjectif à moi. Là. Ouais. Il y en a peut-être qui vont écouter l'épisode qui ne pas de même que moi je marche. Tout le monde est subjectif à leur façon. C'est Danois à chantier. Il y a des joueurs, c'est ça, exact. Mais non, j'ai pas de... La superstition, c'est le cahier puis le stylo, mais je n'ai pas de... Hey, le soleil se couchait. J'étais à Saint-Calixte, mettons. Puis, non, ça, j'en ai pas. Mais non, j'ai pas de moment précis ça a déjà pogné puis que je veux répéter. Ouais. Non. Non, c'est pour faire ça. Non. Ben, j'en ai pas. Prochain épisode, Ouais. je vais arriver avec un nouveau concept avec toi. Oh, OK. OK? Faut juste que je puisse bien le préparer, mais j'aimerais ça surprendre les gens avec quelque chose dans le prochain épisode. OK, parfait, j'aime ça. Lance un petit teaser. Puis, j'aimerais ça qu'on tombe dans les sujets, là. Comment est-ce que tu fais pour définir tes sujets? On va tomber plus dans l'écriture. C'est ça que tu veux faire dans le prochain? Ben oui, rodage, l'écriture. Rodage. Le rodage, comment des humoristes connus rodent, puis comment moi je vais roder versus d'autres humoristes qui sont au même niveau que moi, mettons. Comment ils rodent. Comment on trouve le moyen de roder sans nécessairement aller dans des grosses salles. Puis je ne vous ferai pas attendre longtemps. Dans le prochain épisode, là, dans les premiers 5 minutes du prochain épisode, je vais déjà lancer ma ligne à l'eau pour ce que je veux faire avec toi pour t'aider en même temps pour Danois Chantier, mais j'ai une idée en arrière de la tête. Merveilleux. C'est bon, Étienne? Merci, Un Sébastien. gros merci tout le monde.